Et bon, je réponds pas au chat. Je m'en fous. Si, justement, c'était pour que tu puisses répondre au Ah, chat. faut que je réponde au chat, mais il y a plein de trucs. Quel intro qui donne la pêche? Bonjour, comment va Paris? Il va bien. Avant pas, c'est moi. On a pris un abonnement de niveau 1. C'est son 24e mois d'abonnement. Bien, réabonnement, bah, je suis bien content. Réabonnez-vous les gens. Alors par contre, mesdames, si vous parlez, on vous entend. Alors vous pouvez venir ici si vous voulez. Si vous voulez venir ici, vous pouvez. Alors les amis, je vous explique qu'aujourd'hui... Alors oui, excuse-moi, je t'ai pas dit Didier. Bonjour caméra. C'est la caméra qui te filme. Ah, j'ai oublié un truc. Il a oublié un truc. Celle-ci me filme, on s'en fout. Celle-ci, tu filmes Et toi. puis celle-là, elle filme tout le monde. Elle filme tout le monde, voilà. Parfait. Oh là là, comment vas-tu? Et toi? Ça C'est bien ici, un beau studio, des beaux canapés, des beaux coussins. Voilà. Hein, des magnifiques coussins. Alors, J'étais là ce jour-là quand les punks ont attaqué, soi-disant la police. Mais... Alors attends. Alors là, j'ai un problème. Parce que depuis que j'ai fait ce coussin, que j'ai fait ces t-shirts, tout le monde me dit j'y étais à Montreuil. Raconte-moi. Eh ben, il y en a eu deux. J'arrive pas à me souvenir lequel c'est. Il y a eu à l'usine et il y en a un autre où il y a le carrefour maintenant. Et là, on jouait. Ouais. Les flics sont arrivés pendant qu'on jouait. Et je sais, c'est vague, j'ai loin, je me souviens plus bien. Il y a eu plusieurs fois où les punks ont attaqué la police à Montreuil. Et j'arrive pas à me souvenir duquel c'était. Alors ça c'est celui de l'usine. L'usine qui était à Croix-de-Chavaux. Croix-de-Chavaux, oui. Ouais, exactement. Et on me dit que les punks n'ont pas tant attaqué la police que ça. Non, il y a eu l'autre où vraiment la police a attaqué les punks. Et là, c'était où il y a le carrefour à Porte de Montreuil. Voilà. Ils ont mis tout le monde, ils ont lâché sur les stations d'essence, sur l'autoroute, sur la A1. Les mecs se sont retrouvés en pleine nuit sur la A1. Voilà. C'était rigolo. Bon, tu es donc en tournée, mon cher Didier. Tu adores ça, hein? En tournée de promo. Bah oui, j'aime bien en vrai. Bah ouais. On n'en fait jamais depuis quelques années avec notre maison de disques, on fait plus beaucoup de promos, donc là ça me change. Et t'as l'air heureux. Je suis heureux de me lever le matin pour venir à Sancier faire des interviews. Alors exactement. Avec toi en plus. Exactement, parce que hier j'avais une émission et j'annonce Didier Vampas sera là demain à 9h. Les gens dans le chat ont pouffé de rire, Didier à 9h. Et j'ai dit mais vous ne savez pas combien cet homme est discipliné. Ils rigolent ou quoi? J'ai fait les 3-8. Ils rigolent les gens là, j'ai fait 3-8 pendant 30 ans. Je me levais à 6h. Oh, pour commencer à 6h30. Alors, j'ai... encore plus tôt avant, je peux pas raconter ma vie. Mais si, tu vas la raconter. Je faisais les 3-8 en tout cas, voilà. Voilà, tu faisais les 3-8 à la RATP. C'est rien pour moi. Alors, d'où le titre. Après, je vais chercher un petit truc parce que je fais tout seul. Hein, d'accord, je vois ça, il n'y a pas d'assistant. Non, voilà. Non. Parfois, il y en a, mais pas aujourd'hui. J'ai dit non, aujourd'hui, on va la faire à l'ancienne. À fond. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah si, tu la racontes ta vie. Encore que... dans Punk Ouvrier, qui sort là ces jours-ci, chez HarperCollins, Didier Vampas, punk ouvrier, comme l'on disait, prêtre ouvrier. Et justement, je voudrais tout de suite... donc tu parles dans le bouquin de la RATP, etc., ça on va y venir, mais il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est que pour moi, tu es quelqu'un qui a la foi. Quand je parle de la foi, la foi religieuse. Donc le titre Punk ouvrier fait référence, vous l'expliquez dans une petite note de bas de page, à ce qu'on appelait les prêtres ouvriers dans les années 60, mais la foi apparaît peu, voire pas, dans le bouquin. Pourquoi ? À la base, je ne veux pas trop raconter ma vie, quoi. C'était là, surtout, je voulais parler des chansons et de la musique qui parlent en elle-même. Et moins il y a ma vie là-dedans, mieux c'est. Je raconte un petit peu, mais c'est pas un livre pour approfondir ma vie, tout ça. Ma vie, mon œuvre, j'avais pas trop envie de faire ça. Donc je parle pas trop de mes convictions profondes, politiques ou tout ça, non. C'est un peu personnel, ça. J'ai pas envie de trop me livrer non plus, en vrai. Peut-être dans un autre livre, le prochain. J'ai pas envie de trop me livrer, je veux rester un peu caché encore. Didier Vampas sort un livre sur lui, sur nos jeunesses, sur nos 20 ans qu'on allonge tant qu'on peut, un livre sur sa vision éternelle du monde. Le Seigneur est une fleur, apprendre au premier degré. Vampas, Didier, électro, RATP le jour, fou furieux du micro le soir, un ami, un punk ouvrier, comme jadis, on disait prêtre ouvrier. Ce soir, ce matin, c'est... Noël, les enfants. Alors le bouquin, il y a quelques souvenirs. Effectivement, tu restes comme tu es, c'est-à-dire c'est pas de la timidité, c'est comment on appelle ça, de la pudeur. Ouais, j'ai pas envie de trop me livrer non plus. Assez. Oui, mais c'est un peu paradoxal, monsieur. Vous faites un livre et vous voulez pas vous livrer. Ouais, mais je voulais pas faire le livre non plus, c'est parce qu'ils ont insisté. Tu sais quoi, ça se sent un peu. Ouais, j'ai pas envie. Je veux pas faire de livre. Et puis bon, allez. J'ai appelé Christian Hudlin, que je connais bien, on a discuté, je lui ai dit, bon, si c'est basé sur les chansons, je veux bien.
Voilà, le livre est basé sur les chansons, c'est-à-dire que vous décortiquez chaque chanson. Christian Hudlin qui t'accouche, explique que t'es arrivé les mains dans les poches, que tu sais pas trop de quoi parler, etc. Donc c'est un livre d'une certaine manière assez punk, parce qu'il y a même des répétitions. On sent que c'est une première prise. Ouais, j'avais pas envie de... C'est comme les chansons, j'ai pas envie de réécrire mes chansons, c'est du premier jet, je les garde comme ça, et le livre c'est pareil, et les concerts c'est pareil, c'est tout... Même le studio, j'essaie que ce soit le plus possible comme ça, tout premier jet. C'est ça. J'ai l'impression de mentir aux gens quand j'ai réécrit mes chansons, mes textes. Ah là, il y a tel mot, je vais le changer. Non, je le change pas. Je garde tout. Quitte à écrire Sans remords, qui revient sur les autres chansons, qui est un morceau plus récent que les premiers. J'ai écrit ça parce que les autres se moquaient de moi, parce que j'ai une chanson qui s'appelle La propriété, c'est du vol. Oui. Et quand j'ai déménagé à 7, personne ne voulait me louer d'appart. Et finalement, j'ai été voir la banque et ils m'ont filé un prêt jusqu'à 70 ans pour acheter mon appartement. Donc, quand je suis devenu propriétaire, et les autres se sont moqués de moi. Donc, j'ai écrit la chanson pour dire toutes les conneries que j'avais racontées. Toutes les choses fausses. Chirac en prison, il n'y a pas eu. Jalabert n'a jamais gagné le Tour de France. Voilà, il y en a eu plein de faussetés dans mes chansons. À 50 ou 60 ans, écris-tu avec ton ami Hudlin, Christian, qui est le petit frère de l'autre. Le frère de l'autre. C'est celui qui a réussi. Bien, enfin, qui n'a pas à balvriller. Non, ça n'engage que moi, ne t'inquiète pas. Oh, comment il est. À 50 ou 60 ans, écris-tu, on peut encore se faire des amis, mais ça n'a rien à voir avec ceux d'hier, ceux avec lesquels j'ai traîné au sortir de l'adolescence. Beaucoup sont partis. Mais avec ceux qui restent, on n'a pas besoin de se parler. C'est un peu comme si on avait fait la guerre ensemble et aussi pas mal de conneries. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des amis, mais c'est plus pareil. C'est plus la même amitié qu'à 18 ans, à 17 ans, quand tu as besoin de tes amis. C'est toute ta famille, tes amis à cet âge-là, quoi. Et après, ça change. C'est différent. Mais c'est vrai que les vieux amis, on se revoit et voilà. Est-ce que tu peux faire la prochaine fois une réponse un peu plus longue que je puisse aller chercher? Ah d'accord, vas-y. Alors pose-moi une question, je peux répondre longuement. Quelle guerre? Quelle guerre on a fait? La guerre des rues à Paris au début des années 80 où on n'avait rien où aller, on n'avait même pas de bar, il n'y avait même pas de squat, il n'y avait rien, on traînait dans les rues, on buvait de la bière en espérant, en rêvant pouvoir trouver une soirée ou un endroit qui nous accepte. Voilà. Pour moi, ces années-là, c'est le mieux résumé par la chanson de La Souris déglinguée, rien n'a encore changé. C'est vraiment ça, rien n'a encore changé, on marche toujours dans les rues, on marche même toute la nuit sans avoir rien trouvé de mieux à faire que de foutre en l'air des poubelles, rien trouvé de mieux à faire que de zoner comme c'est pas permis. Voilà ce que c'était les années 80. Oui, alors parce prendre le dernier train dans les gares, rentrer en sa banlieue. Dernier train pour Pontoise, voilà. Extraordinaire. C'est une histoire vraie. On prenait le dernier train pour Pontoise pour rentrer chez nous. Il y avait un fanzine qui s'appelait Bruit et Graffiti. Ouais. Et tu rends hommage aux fanzines et je t'en remercie. Sans les fanzines, on ne serait pas là. À qui le dites-vous? Absolument, absolument. Alors attends, je change. Le légume de jour, plein de fanzines à l'époque. Absolument. Il y a un bouquin de Poulain qui doit sortir, qui était un des photographes. Attends, je cherche la caméra. Tac, tac, tac. Là, logiquement, ici, tu devrais être plus serré. On va mieux te voir. Voilà. Et il paraît qu'il y a des questions dans le chat. Quand j'entends RATP, ça me rappelle mon enfance. Il est GSPR avec votre tenue de ninja et votre tonka. Ça, j'y suis pour rien. J'étais pas... Non, c'est pas moi. Moi, j'étais électricien. Alors, mais c'est quoi cette histoire d'abonnement, là? Il parle que d'abonnement dans ton truc, là. Une collab avec Brigitte. Quelle Brigitte? Bardot? Avec Bardot? Non, je vais faire de collaboration avec Brigitte Bardot, je veux bien. Merci pour ton néon coloré, un peu de broderie, ambiance France Télévisions. Comment ça, ambiance France Télévisions, ça va pas, non? Oh la vache. Alors, je sais pas quelle France Télévisions, mais ils regardent. Mais... Alors, justement, attends, avant de parler de la RATP, j'ai noté deux choses importantes. Pif Gadget. Pif Gadget. Bah oui, je lisais Pif petit, donc mes parents étaient communistes, donc comme Pif, c'était... Les éditions Vaillant. Les éditions Vaillant. On lisait Pif, on lisait pas Mickey surtout, on lisait Pif. Mickey, c'était capitaliste. Nous, c'était Pif. C'était Pif. Et dans Pif, il y avait Rahan. Il y avait Rahan. Et dans Rahan, il y avait... Les hommes vent passe. Les vents passent. Les vents passent. Donc on a gardé ce nom. C'est le batteur qui l'a trouvé, on l'a gardé tout de suite. Ça sonnait bien, on s'est dit voilà. On n'a pas cherché des heures. Donc dans le bouquin, tu racontes
Bah, tu fais la liste de tous ceux qui sont passés dans les Vampas, première formation, deuxième formation, 800e formation, et puis à un moment donné, il n'y a plus de Vampas, il n'y a plus que Didier Vampas. Si, il y a les Vampas toujours, tu rigoles ou quoi? Ah bon? Bah oui, les Vampas, c'est toujours. Et même 2 Vampas en ce moment, il y a les Vampas. Didier Vampas, Psycho Attack, on refait les 3 premiers albums avec une contrebasse. Génial. Ouais, c'est drôle. Je reforme un groupe qui s'est pas séparé, c'est un peu bizarre. Il y a eu 2 Vampas qui tournent en même temps. Voilà. Et puis il y a On l'autre s'amuse groupe. bien en tout cas. Et puis il y a l'autre groupe. Et il y a les Vampas. Et il y a Sugar and Tiger avec ma femme aussi. Voilà, Voilà, il y a eu avec les Bikini qui est à Machine. côté et qui dit mais il y a des questions dans le chat, elle a raison. Elle a raison. Le monsieur. C'est moi le monsieur. Ah oui, le monsieur il parlait de ça. Oui, j'ai fait On passe tout seul. J'ai fait un disque solo, un disque avec les bikinis. J'ai fait DJ Chapdelaine et les Maudits Français. Oui. La country québécoise. Oui, alors On ça. n'en parle pas assez de la country québécoise. Alors ça, j'ai découvert ça dans ton bouquin. Je savais pas que tu avais fait cet album-là et je vais essayer de me le procurer. Eh bien oui, parce que la country québécoise, c'est quelque chose quand même. Ça a l'air d'être. Avec Marcel Martel, parce qu'il y a des grands. Alors, je reprends le fil de. La vie est dure pour les cowboys du Québec. Un job par-ci par-là, c'est pas comme aux États. La vie est dure pour les cowboys du Québec. Swing la baquesse dans le fond de la boîte à bois. Après mon bac, que j'ai en 1982, je travaille à l'usine. C'est une usine de mécanique de précision à Saint-Ouen. Il faut se pointer à 6 heures du matin. Je sais pas comment les gens peuvent tenir. Moi, je l'ai fait pendant 1 an et demi, en me mettant en arrêt maladie 1 semaine par mois parce que j'en pouvais plus. La RATP me sauve. C'est pas très rock la RATP. J'ai fait les 3-8, mais j'ai toujours essayé d'en foutre le moins possible. Alors là, c'est génial. Encore une fois, je n'y connaissais rien en électricité. J'étais vraiment très très mauvais. Oui, c'est vrai. Mais je suis arrivé avec les vieux à l'époque, c'était quelque chose. Ils voulaient rien foutre. Il y avait les vieux qui étaient là. Des fois, on les appelait au téléphone pour un boulot. Ils disaient non, j'ai pas envie de bosser aujourd'hui. Ils raccrochaient le téléphone. Tu dis waouh, où je suis arrivé là. C'est quelque chose. Hein. Et donc ça t'a plu, et ce qui te permettait de concilier avec le rock'n'roll, quoi. Voilà, j'y allais pour me reposer, en gros. Non, pas vraiment, je faisais quand même les 3-8, c'était dur. Fallait bosser la nuit et faire et le matin, les après-midi, mais c'était pas l'usine non plus, et ça me permettait un peu de me reposer. Alors, de temps en temps, dans le bouquin, Faut pas m'enlever ma retraite, la RATP, j'espère. Non. Ils vont la laisser. Non. Alors par contre, tu fais une allusion policière à ton travail. Policière, ah ouais? Oui, d'une série télé. Ah, Starsky et Hutch. Voilà. Oui. Alors, tu peux nous raconter? Mais c'est vrai que quand je suis rentré à la RATP, je n'étais pas très à l'aise, que c'était des vieux un peu pas ouverts, pas rock'n'roll du tout. Hein. Et je me sentais pas à l'aise, pas à ma place là-dedans. Je savais pas comment être. Et un jour, je me suis dit, bah tiens, on est dehors tout le temps, on a une bagnole. On va réparer ou entretenir les postes électriques dans tout Paris et la banlieue. Et je me suis dit, tiens, c'est un peu comme Starsky et Hutch. On est en bagnole dans Paris, comme eux dans New York, et on se balade, on fait un peu ce qu'on veut, on va voir les potes, on va boire un café. Et ouais, je me suis senti comme Starsky et Hutch. C'est comme ça que j'ai pu m'intégrer à la RATP. Je me sentais bien après. Tu es à la portière de la bagnole, tu vas voir les potes, tu salues tout le monde dans la rue, tu connais tout le monde, c'est rigolo. Alors, dans le bouquin, tu ménages un peu les copains de l'époque des autres groupes. J'ai essayé d'être gentil, de ne pas dire de mal des gens. Eh ben, à part 2 ou 3, ça fait plaisir. Mais j'ai fait des efforts pour être gentil, parce que j'aurais pu être méchant. Parce que je me souviens qu'à l'époque, tu étais non pas méchant, mais au fond, tu étais presque plus radical que les radicaux. C'est-à-dire que toi, tu disais, je tiens à rester à la RATP, je suis pas une rockstar, je veux pas tomber dans ce truc-là. Ouais, c'est pas question de rockstar, c'est question d'être honnête avec soi-même et de pas rentrer là-dedans. C'est peut-être d'avoir eu des parents communistes, mais j'ai jamais voulu monter de boîte de prod, monter de boîte d'édition, des trucs comme ça, comme la plupart des groupes l'ont fait. J'ai pas envie d'avoir un comptable pour faire mes comptes sur ma boîte de prod. Mais non, je veux dire rock'n'roll, c'est tout, quoi. Je veux pas, c'est des conneries, tout le reste. Je vais pas monter une entreprise. Il y en a plein qui ont des entreprises. Même pour vendre leurs t-shirts. Ils vendent tellement de t-shirts, les groupes. Je ne citerai pas de nom. Ils sont obligés de monter des boîtes pour vendre leurs t-shirts tellement ils vendent. Nous, on vend même pas de t-shirts. Ou 2 ou 3 de temps en temps, mais on fait pas tout ça. On fait que du rock'n'roll. Only rock'n'roll and I like it. Je pense toujours à Bertrand Cantat, écris-tu, page 140, qui disait... Pas toujours, pas exagérer non plus, mais... Bon, bah, pour la deuxième édition, vous corrigerez. Vous virez toujours. Qui disait, mais non, on est tous pareils, c'est pas moi la star du groupe.
C'est faux, écris-tu. Moi, si je monte sur scène en jean, ça ne donne rien. Je préfère jouer la rockstar tout en sachant que ce n'est pas la réalité. Quentin a complètement tort là-dessus. C'est moi qui suis sur scène, qui me retrouve devant les gens, moi qui fais le malin malgré ma trouille et ma timidité. Le public est venu me regarder, m'écouter, car je suis le chanteur du groupe. C'est comme ça que ça marche, c'est tout. Alors, je préfère prendre tout au second degré et en jouer plutôt que de refuser le principe même du spectacle. Ce n'est pas très sain, à mon avis. Ouais. Au début, tu sais pas trop. Tu dis non, moi je suis juste chanteur du groupe, on est tous pareils. Et c'est vrai, quelque part, on est tous des musiciens, j'ai rien de plus que les autres. Mais les gens viennent plus voir le chanteur obligatoirement. C'est ceux qui écrivent les chansons, qui chantent. Et je préfère en jouer. Je préfère que les gens crient Didier vont passer le roi sur scène et que moi je sois là, je joue la rockstar complètement. Et après le concert, c'est fini. Je sais que c'est pas vrai. Je préfère en jouer. C'est un peu malsain, sinon tu vois, tu refuses ça alors que ça existe et après ça fait des trucs. Enfin bon. C'est plus rigolo de jouer la rockstar en sachant qu'on n'en est pas une, quoi. Donc refuser ça. Mais il n'y a pas de trace de souffrance dans ton bouquin, alors que tu es en décalage tout le temps. Ouais, mais il n'y a pas de souffrance. Ouais, moi j'avais posé cette question, mais je vois pas à quel moment il y a eu de la souffrance dans ma carrière. Depuis le début, c'est que du bonheur, mais franchement, depuis la première répète, c'est que du bonheur à chaque instant. J'ai jamais eu de souffrance, j'ai pas d'attente de réussite. Donc, de toute façon, j'ai jamais d'échec. J'ai jamais eu d'échecs commerciaux parce que j'ai aucune attente. Comme je dis dans le livre, mon plus grand bonheur et ma réussite absolue, c'est le premier 45 tours. J'existais. Là, j'avais besoin avant de prouver quelque chose. Je l'avais fait. J'ai fait mon disque, les gens le trouvaient bien. Après, c'est que du bonus. J'ai pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Je sais pas. Donc, j'ai aucune souffrance, non. Ça me vient peut-être de mon éducation, de mes parents communistes et tout ça. Mais moi, j'ai toujours été contre le business. Je n'ai jamais voulu monter la moindre boîte, tu viens de le dire. Le moindre truc d'édition, j'ai jamais voulu faire ça. On me l'a proposé plein de fois. Si tu montes une boîte d'édition, tu vas gagner plein d'argent. Mais c'était non. Je n'ai jamais voulu faire le moindre truc qui aurait pu être capitaliste. Encore une fois, sans doute à cause de mes parents communistes. Je ne suis pas anarchiste, loin de là, mais j'en ai rien à foutre du capitalisme. Ouais. Je voulais pas rentrer dans ce jeu. Je suis au-delà, je suis encore plus... C'est au-delà de l'anarchie ? Ah oui, au-delà de... Oh là là. C'est vrai ? Oui, mais je vote. Non, je suis pas anarchiste. Je vote, toi, j'ai toujours voté, par exemple, depuis 81. Depuis que j'ai 18 ans, je vote, mais je m'en fous, quoi. Je m'en fous de tout ce truc-là. Je regarde ça en rigolant, les gens essayer de vendre... je sais pas, gagner de l'argent. Pour moi, c'est... Faire de la musique, c'est le... J'ai de la chance de pouvoir faire de la musique, de pas être... Enfin, en tant qu'artiste, normalement, on a une chance de pouvoir faire tout ce qu'on veut, d'être libre complètement. C'est ce que je dis toujours, le capitalisme ne t'oblige pas à penser pareil. Si tu veux pas gagner d'argent, personne ne t'oblige. On peut te dire, si, gagne de l'argent. Tu veux pas, tu fais ce que tu veux. Tu vas bosser au supermarché, à côté, tu crées de la poésie, tu as le droit. C'est ça l'avantage pour moi. T'es en Corée du Nord, t'as pas le droit de penser différemment que le régime. Si tu veux monter ta boîte, t'as pas le droit. Ici, si tu veux pas gagner d'argent, personne te fait chier. C'est l'avantage pour moi. Est-ce que, par exemple, par rapport aux années 80, il n'y a pas une différence ? Et tout à l'heure, on parlait de guerre, oui. Voilà, évidemment symbolique. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un truc qu'on a raté, notre génération ? C'est l'opposition au RN. Ah bah ça oui, ça c'est comme le dit Lorane, hein, la jeunesse en merde le Front National, c'était pas vrai. Alors j'ai jamais chanté ça moi parce que je voyais bien que c'était pas vrai. On a raté, j'en sais rien si on l'a raté. Qui a raté ? Est-ce que c'est nous ? Est-ce que c'est les hommes politiques ? C'est tout le monde un peu. Tout le monde a un peu raté le coche, mais bon. Que faire aujourd'hui ? Comme disait l'autre. Ouais. Si chacun fait les choses bien, moi, qu'est-ce que je peux faire ? C'est pas gueuler des slogans devant des gens qui le croient, qui sont conquis. Qu'est-ce que je peux faire contre le Front National, moi ? Enfin, contre même pas plus que le Front National, contre les idées. C'est même pas lutter contre le Front National, c'est plus que ça. C'est contre les idées nauséabondes. Il faut lutter contre ça. Et qu'est-ce que tu peux faire ? En faisant de la poésie. Moi, je peux faire de la poésie, je peux essayer d'apporter un peu de bonheur aux gens, un peu de montrer qu'on peut être différent, penser différemment. Et si on a un qui rentre chez lui après un concert ou après avoir écouté un disque, on est un peu plus rempli d'empathie et d'amour, et qui, voilà, j'en sais rien. Mais... Oui, mais la scène alternative dont vous faisiez partie à votre corps défendant,
pour répondre, enfin bref, voilà, c'était quand même ça aussi. C'était aussi une façon de s'ériger contre ce qui n'était à l'époque qu'une menace. Alors qu'aujourd'hui, c'est... À part les Berus, les autres, il y avait quoi? Les Berus, qui d'autre luttait franchement contre le Front National? Non, c'est pas les Ludwig, c'est pas les Washington, c'est même les Parabellum, ils faisaient du rock'n'roll. C'est Laurent Berru, c'est les Berus qui étaient vraiment là, à fond politisés. Et toute leur bande autour, tous les curés de gauche autour des Berus. Faire des amis encore. Alors là, ça c'est pas dans le livre. Non, les curés de gauche, non, on va pas poser la question, mais sinon. Ils nous appelaient les PPC, je me rappelle, les politiquement pas clairs. C'est vrai? Ouais. Pour eux, ils étaient PPC, quoi, tu vois. Ah, t'étais pas à l'extrême gauche, t'étais PPC. Hein. T'étais PPC. Alors, le PPC se réunissait dans des groupes. Dans des salles. Et il y en a une dont tu dis beaucoup de bien, on sent l'émotion, c'est le Jimmy. Est-ce que tu peux rappeler ce qu'était le Jimmy à Paris? C'est le premier bar où il y a eu des concerts. Avant, il n'y avait rien. Il y a eu quelques squats. Mais à part les squats, il n'y avait rien du tout. Et ça, donc c'est Rascal qui est notre manager et Ronan qui un jour ont trouvé un petit bar rebeu rue de Bagnolet et qui ont commencé à faire des concerts tous les dimanches après-midi. Et tous les groupes ont joué là-bas, c'était un des seuls endroits pour jouer. Nous, on a fait le premier concert là-bas, au Jimmy. Et on a joué plusieurs fois. C'est le gros François amenait sa sono. Enfin, voilà, ça... Le gros François, c'était donc les Garçons Bouchés. Voilà. Voilà. Pour lequel... Je dis pas beaucoup de bien, non. Voilà. C'est pas parce qu'il est mort, faut dire du bien. Et bon, bref. Et ça m'a... Je suis pas en désaccord. Pour être politiquement clair. Pour être PC. Et alors, à propos du Jimmy... Ah, c'est difficile d'interviewer un copain quand même. À propos du Jimmy, tu as cette idée tu expliques ce que c'est pour toi le punk, et je trouve que c'est une très très belle définition. Parce que tu parles du Jimmy en parlant aussi d'autres clubs à Londres ou à New York qui avaient généré en Angleterre les Stranglers, Clash, aux États-Unis Blondie, Ramones. Et tu dis le punk c'est ça, une scène. Ce ne sont pas des groupes qui font la même musique normalement, ce sont des groupes de la même génération qui ont la même envie, mais qui ne font pas la même musique. Et ça, oui, c'est important. Le punk, c'est devenu un petit truc tout codifié, mais c'est pas ça au début. Absolument. Je veux dire, entre Blondie, les Ramones, tout Kinect, c'est pas du tout la même musique. Entre les Stranglers et les Jam, ça n'a aucun rapport. Entre Parabellum et Ludwig non plus. Mais c'est une scène de gens qui ont la même envie, le même âge à peu près, la même génération en tout cas, et qui se retrouvent parce où il y a rien d'autre. À New York, il y avait rien, il y a aucun autre endroit à part le CBGB, où il y avait rien à part chez Jimmy, et voilà, on s'est tous retrouvés au même endroit. Toute une scène qui s'est créée et qui après a fait des émules et a continué à exister, quoi. Pas au même niveau, hein, on n'a pas comparé Jimmy et le CBGB, mais quelque part c'était l'équivalent français. Et aujourd'hui, comment moi j'ai complètement décroché depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a des Jimmy partout en France? Est-ce qu'il y a des clubs, des petits bars, des trucs? Comment ça se passe? Après, moi je joue plus beaucoup là-dedans. Enfin un tout petit peu, on a joué un petit peu avec Sugar and Tiger au début dans les bars, mais je crois qu'il y en a, à Paris, il y en a plein en tout cas. Les groupes, ils peuvent faire une tournée, jouer toute l'année à Paris, j'ai l'impression, on joue toutes les semaines dans un endroit différent. Ça n'existait pas à l'époque. Les groupes se plaignent aujourd'hui, mais il y a quand même plein d'endroits. Il y en a qui ferment, mais il y en a toujours qui rouvrent. Aujourd'hui, des fois, c'est plus à Pantin ou à Romainville, autour de Paris, mais il y a plein d'endroits pour jouer en région parisienne. Et à Sète, dans ta bonne ville de Sète? Et à Sète, c'est pareil, il y a chez Marie et Lulu, il y a quelques endroits. Là, il y a un nouvel endroit qui est ouvert, le Dancing. Et on avait un bateau-phare pendant un an aussi. Ouais. Et là, le maire le laisse pourrir dans le port. C'est dommage, mais bon. On a vu pendant un an le bateau-phare, le même qu'à Paris. Ouais. C'était super cool. Il y a quelques endroits à Sète, ouais. Autre lieu, New Rose. New Rose était un magasin important. Au Poste était allé à la petite exposition New Rose il y a 2-3 ans. Il y a un bouquin qui est sorti sur sans téléphone. Alors donc c'était un magasin de disques à Paris, dans le quartier latin. Sans téléphone portable, pas d'autre moyen que de se pointer devant pour tenter de se retrouver ou faire connaissance avec d'autres punks. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits à Paris pour rencontrer des gens. C'est pour ça que pas mal de punks de banlieue traînaient aux puces le week-end. Chez l'Indien, on achetait des t-shirts, des badges, des ceintures à clous, des patchs. Chez New Rose, on découvrait des disques. Le vendeur, Gérald, nous laissait souvent rentrer. Il nous faisait écouter des trucs. Patrick Maté, le patron, était moins cool. Il nous mettait souvent dehors. Et lorsqu'on faisait trop les cons dans son magasin, il appelait les flics.
Bah oui. Ah, c'était ça, par contre, je suis pas nostalgique de grand-chose, mais Nuro, c'était quand même quelque chose de fort, quoi. On se retrouvait tous là-bas et on écoutait des disques. Gérald était gentil, il nous faisait écouter des disques. On dit, tiens, c'est quoi ça? Et j'ai découvert plein de disques là-bas, et puis on se rencontrait. Et c'était un peu dangereux, il y avait quelques relous de temps en temps qui braquaient, tout ça. C'était un peu le Far West, notre Far West à nous. Ouais, mais justement, ce qui m'a plu dans le livre, c'est que 2-3 pages plus loin, tu dis, ouais, le New Rose, les gens en font tout un truc en disant que c'était un coupe-gorge. Oui, c'est pas à ce point-là. C'est pas à ce point-là. Non. Et donc, c'est là où c'est rigolo, c'est que tu as toujours ce sourire tout le temps. C'est-à-dire que en fait, ton bouquin, c'est une façon de désacraliser tout le bordel, quoi. Oui, bah, tu sais, en général, aujourd'hui, je les délivre de temps en temps sur le rock alternatif, tout ça. Ils exagèrent, les gens, ils enjolivent ça, ils romancent ça. C'est des petits cons qui buvaient de la bière et qui cherchaient quelque chose à faire, en vrai, tous ces gens-là, à la base. À la base. Mais il n'y a pas qu'ici, en Angleterre, c'est pareil, c'était tous voilà. On cherchait une raison de vivre un peu, et puis quelque chose à faire. Il n'y avait rien à faire, voilà. Une euro, c'était bien, une fois, j'ai empêché Manœuvre de se faire braquer, tu vois. Je sais pas si je le dis dans le livre. Non. On était là avec des punks, il y a Manœuvre qui sort du magasin avec des disques, les mecs voulaient le braquer, je dis non, laissez-le tranquille. Et moi j'étais gentil, j'ai empêché plein de gens de se faire braquer. Parce qu'il y avait des skins, tout ça, qui étaient plutôt pas gentils à l'époque, et moi j'ai empêché plein de gens de se faire braquer. Quand j'étais là, j'ai toujours été contre la violence, c'est un truc. Moi j'étais petit, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais plutôt harcelé à l'école, et j'ai toujours détesté la violence. Et quand je voyais des gens des violents, j'essayais de les empêcher, sinon je me barrais parce que je peux pas, je déteste ça. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que le Patrick Maté, qui est donc un des deux fondateurs avec Louis Thévenon de New Rose. Thévenon il nous a jamais trop aimé, Thévenon. Ah bon? Non. Je sais pas pourquoi. Il vous appelle quelques temps plus tard pour sortir un album, je sais plus si c'était le premier. Le deuxième, Chose sale et humide. Voilà, Chose sale et humide, qui est l'album. Et ça te fait marrer parce que c'est le même mec qui a appelé les flics quelques années plus tôt. 2-3 ans plus tôt. Ouais, c'est rigolo. Se retrouver dans le bureau de Patrick Maté, tu dis attends, il y a un truc bizarre, quoi. Bon, bah, ça s'est bien passé. J'étais content, moi, d'être chez New Rose. Ils n'ont pas fait beaucoup de promos, mais personne ne faisait de promos à l'époque. Donc, non, c'était très, très bien. Bah, c'est comme Boucherie. New Rose, ils payaient personne. Mais c'est pas grave, les disques sont sortis. Et moi, je leur en veux pas. De toute façon, on aurait gagné quoi on vendait des disques à 2-3 000 exemplaires. C'est pas pour ce qu'on aurait gagné. Pas plus que ça? J'en sais rien. Si, peut-être plus à l'époque, on vendait plus qu'aujourd'hui. Oui. Ah ouais, si. Bah, peut-être, j'en sais rien. Mais bon. Je sais que Marsu avait raconté que les Berus vendaient 20 000 albums et c'était pas vrai. C'était pour faire son Malcolm McLaren, genre les Berus vendent 20 000 albums, mais c'était pas vrai déjà à l'époque, donc nous, je sais pas. Ça, c'est très rigolo. Marsu, qui était donc le manager des Berus, tu racontes ça et pourtant, j'étais à Bondage. J'ignorais que Marsu avait. Alors, j'étais pas là au tout début, donc peut-être c'est au tout début, mais il gonflait les chiffres pour. Pour faire le malin. Pour faire le malin. Pour faire monter. Mais 2-3 000, pour toi, je trouve. Là, oui, c'était peut-être plus, j'en sais rien. Là, tu fais le con. J'ai aucune idée combien on vendait. On n'avait pas les chiffres. Je peux pas te dire, Mathé nous a jamais dit combien on vendait. Mais toi, il nous payait pas, mais c'est pas grave. On sortait des disques, on a existé. Gros François, il a jamais payé personne non plus, mais bon. Paix à son âme. Alors, on se fout de ta gueule dans le chat. Ah, j'espère. On se dit, ah ouais, donc en fait, il faisait la sécu. La sécu à New Rose, non, non, pas exagéré non plus. Alors, un rapport avec le label New Rose, oui, la boutique New Rose, 7 rue Pierre Sarrazin, c'était la boutique de la maison de disques, comme ça se faisait à l'époque pas mal, voilà. Notamment à Londres, Rough Trade, c'était un disquaire et une maison de disques, etc. Et donc New Rose, c'est la même... Voilà, c'est la maison de disques et la boutique de disques. Alors, je ne sais pas si c'est la personne avec qui tu as écrit le livre, Christian Eudlin, qui t'amène à beaucoup parler de studio, ce qui m'a étonné dans le livre, parce que pour moi, tu es avant tout un mec de scène. Tu es la scène incarnée. Et en fait, tu parles beaucoup des studios. Mais pour en dire des choses comme ça, page 64, ce n'est pas parce qu'on enregistre au studio Pathé, donc c'est des beaux studios. Oui, c'est un gros studio, il y a les Stones qui avaient enregistré, tout le monde. Que je travaille plus mes textes. Je fais exprès d'arriver les mains vides. J'attends le dernier moment. C'est un peu dur et stressant, mais ça m'aide. Côté musique, c'est un peu différent. C'est une époque où on répète beaucoup et où les morceaux sont déjà là, mais sans parole. Là, on parle de l'album Les Vents passent, vous aimez. Voilà. C'était un choix. Je me suis dit, tiens, cet album, je vais arriver sans aucune idée, sans rien pour... c'est un concept pour essayer de sortir des trucs au dernier moment. Et bon, voilà, ça l'a fait.
La première chanson, c'était Papillon qu'on devait faire. Ouais. Et on devait l'enregistrer tous ensemble. Donc là, il fallait que je chante en même temps que les autres. Et je me rappelle, j'allais au studio, les stations défilaient, et puis on n'avait plus que 5, 4, 3, 2, et là, t'es là. Il me faut les paroles, et ça arrive. Voilà, c'est arrivé, Papillon. Et, deux stations. Et dans cet album, ce soir, c'est Noël, tu dis que ça a été enregistré le soir de Noël, plus ou moins le soir de Noël. Le 24 décembre. Ouais. Tu sais pas ce qu'il y a dans ton livre, en fait. Non, je sais plus la date, je sais que c'était vers Noël, mais si je le dis, ça doit être vrai. C'est le 24. Oui, il y avait toute une chorale qui était là, plein de gens sont venus chanter. J'étais dans le métro, j'avais rien écrit, et j'ai commencé à regarder autour de moi, et c'est devenu une évidence. Ce soir, c'est Noël. Les étoiles. Il y a plein de chansons dans le métro. En arrivant, le papillon de Noël, ça se fait dans le métro, dans la 9. Donc ça, c'est ton côté RATP, en fait. Voilà, je pense, ouais. Non, j'écrivais pas beaucoup les RATP, sinon. Oui, vraiment, tu foutais rien, donc. Ouais, j'allais me reposer. Et c'est que ça me manque, parce que quand je rentrais à la RATP, que je fermais la porte, j'avais plus rien, plus aucune responsabilité, et j'avais plus rien. C'était je m'occupe plus de rien, c'est fini, là, je peux me reposer totalement. S'il y a des pannes, ça je m'en fous, on laisse aller, on verra bien. Mais tu vois, dans la vie, t'as quand même des choses, t'as des enfants, une famille, t'as un groupe, t'as plein de choses quand même à t'occuper. Et là, quand je rentrais à la RTP, moi c'était fini. Ouais. Il n'y avait plus, je rentrais dans une bulle, voilà. C'est un monde à part. Un monde à part où j'étais peinard. Question du chat de Olaven. Quelle différence et quel rapport entre le punk au début à New York, puis plus tard en Angleterre? C'est la même énergie, ça vient du même endroit. Des mômes de la rue qui ont décidé de reprendre le rock'n'roll à zéro, quoi. De reprendre l'énergie rock'n'roll de base. Et, que ce soit les Ramones ou les Pistols, c'est un peu la même énergie et le même concept, dirons-nous. Alors, je passe maintenant page 189. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, les labels. Alors, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, en disant que tu t'en fous un peu enfin quoi. Voilà, il y a plus de promo, les maisons de disques ne font plus faire de promo, etc. Et tu dis, elles s'en foutent les maisons de disques. Ça marche pas. Elles sortent des disques tous les 5 jours de toute façon. Elles tentent des trucs en se disant au cas où. Oui, même pas. Mais c'est pire que ça. C'est que ils ont les subventions, ils se les redistribuent entre eux. Ils ont des crédits d'impôt ou je sais pas quoi. Ils n'ont pas besoin de vendre des disques. Ils ont besoin d'en faire pour avoir les subs, leurs conneries de machin. Et c'est comme ça qu'elles marchent les maisons de disques. Les petites, enfin pas toutes, peut-être les grosses. Je sais pas, mais la plupart des labels marchent comme ça. Le nôtre, en tout cas, il n'a pas besoin de vendre le disque. Donc c'est un peu... mais on a des moyens pour aller en studio, voir des bons studios, on peut faire des disques bien. Tu dis, là, derrière, ils vont faire quelque chose, mais non. Moi, je m'en fous. Je suis content, on fait des disques et voilà, quoi. Alors, c'est là où il y a... C'est comme le temps de New Rose, voilà, ils faisaient rien non plus à l'époque. Ça n'a pas beaucoup changé, en vrai. Alors, attends, merde, il y a une caméra qui s'est barrée... une caméra s'est barrée. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas la plus importante, j'avais même pas vu... attends, bouge pas. Hop, je vais te mettre toi en grand. C'est déjà en Angleterre, le punk. Non, ça commence aux États-Unis, monsieur. Monsieur, voyons. Voilà, là, t'es en plein pot. Ils ont tous commencé à Londres parce qu'ils ont vu les Pistols d'abord. Ils ont vu les Ramones à Londres un jour et tous les groupes se sont formés ce jour-là. Les Ramones, tu n'es pas. Je suis pas Johnny Ramone. Attends, attends, il faut que je mette en plus grand. Les caméras ne marchent plus, ça y est. Ça y est, c'est le bordel. C'est le bordel. Alors voilà, là on va voir. Cognac G, allô. Cognac G. Mais alors, ce que je veux te dire, c'est que, à titre personnel, moi, le monde du show business m'a dégoûté du punk rock, du rock'n'roll, puis après du rap. Du jour au lendemain, j'ai tout arrêté parce que j'ai trouvé que ces gens étaient insupportables. Ouais. Et toi, tu t'en fous? Ah oui, moi je suis pas. Non, je veux pas être dégoûté de ma passion, de ma vie à cause de gens qui eux ne sont pas honnêtes ou s'en foutent, quoi. Non, oh là là, heureusement que je suis au-dessus de ça. Sinon, oui, j'aurais arrêté comme toi si jamais je prenais ça trop à cœur. Je prends ça à cœur, mais je suis au-dessus. Je veux pas dire que je suis supérieur à. Mais non, bien sûr. Mais grâce à ma manière de penser et de voir, je m'en moque. Il y a des petits moments où tu dis, quand même, ils exagèrent, puis après tu dis, bon, c'est pas grave. J'en ferai un autre de disque si celui-là, il n'est pas promu, il n'y a pas de promo.
Bordélisons les caméras, voilà, bien sûr. Ah, télévision, bien sûr. Même la promo, en vrai, je suis pas pour. Là, je suis là avec toi, je suis content de discuter avec toi. Je fais pas de la promo. Je suis pas là parce que j'espère que les gens vont acheter mon disque, après, mon livre ou mon disque après. Je m'en fous. Je suis là pour discuter avec des gens. Bien sûr, bien sûr. Après l'entretien où je passerai un petit extrait d'un petit film, Le Pigalle, dans lequel tu joues. Tu sais, je t'avais fait venir pour chanter. Oula, oui. Pigalle, tu te souviens? Voilà. Tu te souviens comment là, c'est pas dans le métro, mais c'est dans le train. C'est dans le train que tu as répété. Oui. Et puis, en fait, tu n'avais pas les paroles. Il a fallu que je te les écrive sur un carton. Je suis vraiment mauvais. Je suis vraiment mauvais, en vrai. Je suis un vrai escroc, en vrai. Et ce jour-là, tu portais un t-shirt. Et des fois, je fais pareil. Les groupes m'invitent sur scène. Tu connais la chanson? Oh, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Je répète après ou je me démerde. Alors, ouais, il y a quelques anecdotes. Je suis très mauvais. Que j'ai. Je suis un vrai escroc et je suis vraiment très, très mauvais. C'est ça aussi. Je peux pas me plaindre après de pas vendre de disques, pas faire promo. Quand je vois comment en vrai je suis mauvais, quand je joue la guitare avec 2 doigts, comment je fais n'importe quoi tout le temps et que j'apprends pas mes textes. Je vais pas me plaindre après. C'est ça aussi. Quand tu te prends pour un génie de la musique ou je sais pas quoi, tu peux après être déçu. Mais moi, déjà, je trouve que les gens s'intéressent à moi. Déjà, je suis déjà étonné. Oui, mais moi, je ne crois pas à ton je m'en foutisme. Ah, si, pourtant. si. Si, il faut y croire. Ah oui, il faut y croire, ouais. Mais tu peux pas, sinon, dans le monde, tu deviens fou, sinon. Et je m'en fous pas de tout, hein. Mais au niveau de la carrière, quoi. Je m'en fous. Ça, bien tout sûr. Ce qui est carrière, ça, je m'en fous. Sinon, je me fous pas du reste. Non, je m'intéresse beaucoup par exemple, à l'actualité, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai toujours voté, je m'intéresse beaucoup, je lis les journaux, je lis Le Monde et tout ça. Enfin, je m'en fous pas de tout, hein, du tout. C'est un détachement. Comme voilà. Oui, à la musique, je pense au sérieux. Donc, là, il y a une voix féminine. Il y a une voix féminine au fond du studio. C'est Florence. Je m'en fous pas, je fais un détachement, oui. La musique, je m'en fous pas. C'est le commissaire politique. Ouais, la musique, c'est vrai, je m'en fous pas. Mais en même temps, c'est comme le but, c'est de faire le con. Quelque part, on a la chance de pouvoir faire les cons sur scène, en studio. C'est un espace de liberté, normalement, le rock'n'roll. Ça devrait être l'espace de liberté ultime, mais ça ne l'est plus. Les groupes, ils se mettent dans des petites boîtes, ils s'empêchent de faire des trucs. Si tu montes sur scène, tu as de la chance, tu pourras faire n'importe quoi. Tu peux faire n'importe quoi. C'est le seul endroit au monde où tu peux vraiment faire n'importe quoi, où en plus tu es payé et que les gens sont contents, quoi. C'est quand même... Qu'est-ce que tu veux, quoi? Non, mais par je m'en foutisme, ce que je voulais dire, c'est que c'est ce qu'on vient de raconter. T'arrives au studio, t'as pas les paroles, tu les écris, etc. Donc on pourrait croire qu'il y a une forme de désinvolture, peut-être, mais c'est aussi une énergie en réalité. C'est-à-dire que tu vas chercher la vitalité. C'est-à-dire que tu attends le dernier moment parce que tu sais que c'est là que ça va. Oui, ça va oui, c'est aussi pour ça, oui. C'est un fonctionnement, je veux dire. Je ne me vois pas chez moi écrire des textes, plein de textes, reprendre mes phrases, mes trucs. Non, c'est pas ça le rock'n'roll pour moi. C'est pas rock'n'roll. Brassens faisait ça, mais je suis pas Brassens. Ah, ça c'est le côté c'est toi. Voilà. Donc quand tu vas au musée Brassens, tu vois comment il bosse ses textes, comment il reprend des dizaines de fois, il change d'un petit mot par-ci par-là. J'ai pas envie de faire ça, moi. Pour moi, c'est pas rock'n'roll. Alors moi, je me retrouve dans une merde pas possible. Mon ordinateur vient de s'éteindre. Donc il n'a plus d'ordinateur, plus de caméra, il n'y a plus rien. J'ai plus de notes. Et ben voilà, là, tu vas improviser un peu. Putain, là, tu vas être rock'n'roll un peu, voilà. Oh, salaud. Ah merde, non, mais si. Ah ouais. C'est voilà, ça. Il va falloir que tu sois vrai un peu, tu vois. C'est tout, c'était faux là jusqu'ici. On recommence tout alors. Non, c'était très bien. C'est ça l'énergie. Non mais attends, non quand même, merde, j'avais pris des notes, notamment alors, tu racontes que on t'invite sur scène. Alors, on t'invite sur scène, il y a des gens, des stars qui t'invitent. Tu leur dis je connais ta chanson, puis en fait tu fais n'importe quoi à la place. Et puis il y en a d'autres qui te coupent le micro HF, qui font en sorte que tu ne puisses pas briller. Tu peux raconter ça? Oh, c'est pas ça. Oh, c'est à Indochine au Stade de France, ouais. Bah oui, il est au Stade de France, hein, Nicolas, il a une grande avancée jusqu'au milieu du stade. Et moi, j'arrive à la balance, j'ai pas de HF d'habitude, j'ai un micro à fil tout le temps. Moi, j'ai toujours mon fil avec moi. Et là, on me file un micro HF, c'est tellement grand la scène. Ouais. Et là, tout d'un coup, les techniciens d'Indochine arrivent, disent non, t'as pas le droit au HF, Nicolas, il veut pas. Il voulait pas que je prenne son avancée, je suppose.
Et là, après, dans les loges, je vais le voir. Je lui dis, merci de nous avoir invités, mais le coup du HF, c'est un peu minable quand même. Il me dit, ah, c'est pas. Non, on est à côté du Bourget et ton micro fait des interférences avec la tour de contrôle. Je le regarde, je savais même pas quoi dire. Là, je vais sortir une énormité pareille. Bravo, Nicolas. Il est balèze. Voilà, mais du coup, j'ai pris un fil de 200 mètres de long et j'ai quand même tout fait. J'étais quand même au bout de son avancée. Je fais toutes les conneries. Mais tu vois, je me suis dit, c'est la seule fois de notre vie qu'on joue au Stade de France. Donc, je vais faire tout. J'ai fait le tour du stade, j'ai été au premier rang, embrassé tous les fans, j'ai balancé ma guitare. J'ai tout fait, quoi, comme si c'était moi la star du Stade de France. J'ai fait le tour du stade après, avec les bras levés, en tirant toutes les mains. J'ai bien rigolé. C'est pareil, je vais pas faire le Stade de France en me disant « Ah, c'est trop important dans ma vie, il faut que je fasse ça bien. » Non, je vais faire le plus de conneries possible. Quelle autre connerie tu as, par rapport à ton t-shirt là, Johnny Ramone, tu dis que tu es heureux de ne pas les avoir rencontrés, les Ramones. Oui. Et sous-entendu, quand tu as rencontré des stars, etc., c'était... Souvent, ça se passe pas très bien. Ouais. T'as l'impression, comme quand t'as 15 ans, que tous ces gens-là, c'est des gens purs, nobles, des chevaliers blancs de la musique. Et puis non, c'est des gros cons d'Américains. Voilà. Bon. Est-ce que toi, tu t'es comporté en gros con parfois ? Je suppose que oui, obligatoirement, mais j'essaye de pas le faire. Le fait d'avoir vu des gens comme ça, j'essaye de pas le faire. Mais je suppose qu'il y a des soirs où je suis trop fatigué, où je vais pas avoir la première partie. Enfin, tu vois, des fois, peut-être, tout ce que j'ai pu faire de gros con, c'est peut-être ça. De pas avoir le temps d'aller voir vraiment la première partie, parce que tu as fait plein de dates et que tu es fatigué, et que tu es dans la loge complètement mort avant de jouer, mais voilà. Mais j'essaie de pas être un gros con, en tout cas. S'il y en a avec qui j'ai été gros con, qui me le disent, je m'excuse d'avance. Pour l'instant, non. Pour l'instant, tout va bien. Seul défaut, trop fort. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Tac. Alors, figure-toi qu'en plus, aujourd'hui, je ne devrais pas le dire, mais c'est la seule fois où le chat n'est pas modéré. Il n'y a pas la modératrice qui est là. Alors, Manu Chao, à propos de Star, je ne sais plus où est le truc. Putain, il n'a plus l'ordinateur. J'ai plus mes notes. Je suis perdu. Tu parles donc de cette chanson. Voilà, si j'avais. Portefeuille de Manu Chao. Ouais. Voilà. Qui est une forme de malentendu, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'au sens où c'était pas prévu que ce soit un tube. Ah non, c'est sûr. J'ai rarement gueulé autant dans une chanson en plus. Je gueule quand je chante. C'est vraiment, je bave, je gueule comme un putois. C'est pas du tout avec une petite voix gentille. C'est pas du tout. C'est impensable que ça passe à la radio, quoi. Et ça passe à la radio et tu te retrouves dans les pires radios, on peut dire. Ah ouais, tout le monde, énergie, rire et chanson, partout. La première fois que tu t'entends au supermarché, ça est bizarre, quoi. T'es au Franprix, d'un coup, t'entends Manu Chao, tu dis aïe, il y a un truc qui va pas là. Ouais, qui va. C'est bizarre parce que c'est ambigu là, ce que tu ressens, t'es content malgré tout, pas déconner, et en même temps tu dis ah bah non, merde. Donc c'est un peu un truc. J'ai un peu entre les deux, quoi. T'es content et en même temps tu dis voilà. Ah, c'est pas Kurt Cobain non plus, tu vois. Non. Moi je suis plus vieux, j'ai déjà 40 ans et ça fait 20 ans que je fais de la musique. Et c'est pas au niveau de Kurt Cobain, mais je comprends tout à fait ce qu'a ressenti un mec comme Kurt Cobain quand il a eu un succès mondial et que tu te retrouves avec Guns N' Roses, tu dis mais non, c'est tout ce que je déteste. En même temps, il a fait un disque un peu comme nous en espérant que ça marche. Enfin, lui plus que nous, il a voulu que ça marche. Lui, Nevermind, il a fait tout pour que ça marche. Et quand ça marche, tu dis mais merde, je suis un gros con américain capitaliste comme Guns N' Roses, comme les autres. Ça va pas. Tout le monde me reçoit comme normal, comme si j'étais la variette de base. C'est un peu ambigu tout ça. Et alors après, sur la chanson Manu Chao, bon, tu expliques que l'intéressé n'a pas apprécié. Pas trop, mais pas trop, voilà, ça va. Pardon Manu. Surtout qu'il a été gentil avec nous, quoi. Il nous a invités au Japon avec la Mano. Il aimait beaucoup le disque que vous aimez. Et voilà. Et je découvre que dans ton livre, il y a les chansons, et puis derrière chaque chanson, il y a quelques lignes pour expliquer d'où vient la chanson, ouais. ou l'histoire souvent c'est des conneries, puis de temps en temps, il y a des trucs marrants, enfin, c'est souvent marrant, mais je veux dire, il y a des anecdotes qui sont plus ou moins anecdotiques, puis il y a un truc, ça m'a beaucoup touché. En fait, le groupe punk de Normandie, les Glavios, qui est au début de la chanson, il existe. Oui. Et il a cru que tu te moquais d'eux. Et ça m'a fait de la peine. Bah oui, je te jure, en lisant le truc, je me suis dit, merde, les pauvres gars, non, c'est pas cool. Pas tous, mais il y en a ou deux dans le groupe au début, quand ils ont entendu la chanson, ils se foutent de notre gueule et tout, ils nous prennent pour des paysans. Mais non,
C'est un groupe qui était venu nous voir dans les loges une fois en faisant les cons, et on a rigolé ensemble. Et quand j'ai fait la chanson, j'ai mis un vrai groupe, quoi. J'ai pensé à eux, je les voyais, un groupe de Normandie en train de répéter, et se dire, putain, il y a Manu Chao. Parce que c'est quand même un sacré nom de groupe, les Glavios. Les Glavios, ouais. C'est bon. Ouais. Non, mais après, le chanteur, on s'est revus, il habitait à La Réunion, après, on s'est revus plusieurs fois. Et ils l'ont bien pris en vrai après, mais c'est la première fois, il y en a un ou deux dans le groupe qui sont. Oh. Alors, je te propose, je vais me lever, je vais aller mettre un petit extrait du film Le Pigalle, oui. dans lequel tu apparais, où je t'ai demandé de venir chanter la fameuse chanson Pigalle. Que j'ai pas appris. Que t'as pas appris. Mais par contre, ce jour-là, tu avais un super t-shirt. Je me souviens plus. Est-ce que tu te souviens pas? Ah non. C'est drôle parce que tu viens de parler de l'intéressé. C'était un t-shirt de Kurt Cobain. Ah ouais. Ouais. Ça, alors, regardons ça. Alors voilà, on va le regarder. Alors toi, tu vas pas le voir parce qu'il n'y a pas de retour ici. Hein. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé avec Manu? Mais tu connais. Alors attends, oh là, c'est le bal. Alors là, je peux te dire que c'est du pur rock'n'roll, c'est de l'impro total. Comment je peux mettre cette truc-là du haut 2? On ne sait pas. Alors on va répondre aux questions. Vas-y, réponds aux questions le temps que. On produit tous des déchets. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu rencontres, tu te sens blablabla. Il se serre les pinces et il lâche une caisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce qu'ils racontent, les gens? Compostons, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Chat automodéré? Non. On peut se laisser aller? Oui. Est-ce que tu connaissais Twitch, Didier? De nom. Apparemment, les Ramones n'étaient pas si cool. Les shérifs se sont embrouillés avec eux dans un festival à Pau. Oui, je sais. Ils m'ont raconté, les shérifs. C'est pour ça que je suis content d'avoir jamais joué avec les Ramones et gardé mon... Voilà. Le chevalier blanc du punk. Je m'appelle le chevalier blanc. C'est vrai. Luis Mariano, voilà. D'ailleurs, on commence notre concert par une chanson de Luis Mariano en ce moment. Voilà. Alors. Rapport de Didier au sport. Fan de vélo, voilà. Triathlon, non. Moins le triathlon. Moi, je fais un peu de vélo, sinon, voilà. J'ai toujours fait un peu de vélo. Voilà. Alors, moi, je suis prêt. Si tu veux, je balance. Moi, je suis prêt aussi. Ok, 3 à 4. Alors, je peux pas voir. Je peux me lever pour voir, peut-être. Oui. 2 secondes. J'arrive. Il y avait un beau t-shirt, il paraît. Ouais, alors là, c'est l'intro du film. Je sais pas si on nous entend. Là, tu l'as on l'a en bas, là. Tu l'as en bas. Mais ils le voient pas, les gens. S'ils le voient, les gens. Ça va, les gens, vous voyez, alors. Je vois. Un t-shirt de Kurt, ça. Ils ont pas le son, merde. Voilà, ils ont pas le son, les gens. Attends. Merde, assistant, allô, Konak G, c'est la merde. Oh, putain. Les gens n'ont pas le son. Les gens n'ont pas le son, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi les gens n'ont pas le son? Son. Aïe. Désolé. Hein. C'est le bordel aujourd'hui. Hein. Hop, Firefox. Ils vont l'avoir. Firefox. Avez-vous le son, les gens? Là, ils devraient l'avoir. On va pas savoir. Si, ils vont le dire. Ouais. Dites-nous. Alors. Donc ça, c'est l'intro du film. Bon, on s'en fout. Un film de pourquoi David Dufresne. Pigalle, quartier rouge et refuge capital. Une place, 3 rues, un bout de boulevard. Et ils ont le son. Un paradis hors des lois qui tenait sur moins d'un kilomètre carré. Devant place Pigalle. 120 ans de bohème en tout genre. Un petit jet d'eau, station, le métro. Il s'y était abrité quand Paris les repoussait. On y apprenait les choses de la vie. Et lui servait les meilleures crêpes du monde à 3h du matin. Alors là, c'est le tout début du film. Tout avait commencé ici, dans un ancien cabaret de jazz, le devenu New salle Moon. de tango, et là, bordel de la voir Gestapo, quelque chose au New cabaret Moon. lesbien et enfin, tel que je le connus, Club Rock. Le New Moon, centre du monde. Tu es là, t'as vu? Maman, regarde, à gauche là. C'était chaud, sale et humide. Ça c'est donc le concert C'était Paris la nuit. au New Moon des Vampas. Et puis après, te voilà devant la classe. Et puis après, on te retrouvera dans le. Il y a plusieurs extraits où tu es dedans, j'ai pas tout mis. Et là, c'est le générique final du film. C'est une rue, c'est une place, c'est difficile à chanter ça. Discrètement éclairé, où l'on fait te passer Pigalle. Vient vers minuit, un refrain qui s'enfuit. Boîte de nuit, Pigalle. C'est toi qui plie ces t-shirts. Oui. Je ne vois pas de petits sorties s'agit pour l'instant. Mais oui, mais je...
Les Il en a voyous. beaucoup. Arrêtez de lui offrir des t-shirts. Là, tiens, regarde, là, on voit bien. Tu vois Magnifique. Alors, Voilà. on peut retourner dans nos Retournons à notre dans nos siège. pénates. Voilà. Oh la vache. Bon, là, c'est le bordel, les amis. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Hop, hop. Alors, duo 2. Là, vous allez revoir Didier. Attendez, bougez pas. Il faut que je change la caméra. Changement de caméra. Duo 2. Normalement, c'est duo 2. Qu'est-ce qui se passe, là? Ça marche plus, mon chien. Cassé. C'est cassé. Ouais. Cassé, il est cassé la caméra, il a tout cassé, David Dufresne. Voilà. Quoi, j'ai tout cassé? J'ai rien cassé du tout. Selon la DGSI, 287 fichiers S sont actuellement en ligne en ce moment. Oh là 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 là. Alors, là, je vais CNews vient de dépêcher son envoyé spéciaux. Bah oui. le canapé orange de Drucker. C'est vrai que là, merde, attends, j'ai pas le retour. C'est vrai que tu fais, c'est vrai que tu fais un peu Drucker là, avec ton chien là. Voilà. C'est quoi ce bordel? Non, Sous c'est, vos applaudissements, non, c'est Didier comme ça. Rapace. Non, c'est comment? Ah, bon, enfin bon. Tu veux pas venir, Florence, discuter un petit peu avec nous? Bah oui, mais j'ai l'impression. Là, c'est parfait comme Bien ça. le chien déjà, c'est bien. Alors, voilà. Alors, donc. Je suis un punk à chien, tu vois. Un vrai punk à chien, là. Ouais, je disais tout à l'heure que tu rends hommage au fanzine, ce qui m'a évidemment beaucoup touché. Et quelques pages plus loin, tu as un truc assez étonnant. Tu dis, au fond, le punk, ça dit plus grand-chose aux gens, sauf dans les médias. Tu racontes ça, tu dis, il y a toujours dans les médias quelqu'un qui vient te dire qu'il sait ce que c'est que le punk. Ouais, c'est plus un nom ouais, que la musique. Il y a plus de t-shirts de Ramones vendus que de disques, par exemple, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Moi, je trouve ça bien, je détourne ça, moi. Pendant des années, je me suis habillé chez Jennifer, des trucs pour les gamines, des t-shirts punk ou des pantalons déchirés ou des pantalons en sky rose. Et je trouve ça punk d'aller s'habiller chez Jennifer, quoi. Acheter les t-shirts de Ramones chez Jennifer, il n'y a pas plus punk, en vrai. Tu parlais tout à l'heure des Berus, tu reviens plusieurs fois sur eux. Alors il y a le truc de Marsu, mais tu l'as déjà raconté. Ça c'était page 44, page 77. Qu'est-ce que tu racontes sur les Berus? Page 77. Attends, hop, que je me retrouve. Ah oui, bah justement, ça fait le lien avec Kurt Cobain. Page 77. Bah, c'est pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Cette époque a pris fin quand les Berus ont fait leurs adieux, que d'un coup, ça a été la fin des concerts où tu ne rentres pas si t'as pas de lacets de telle couleur sur tes Doc Martens, des histoires à la con quoi. Lorsque la Mano a explosé, que Nirvana est arrivé, c'est vraiment l'histoire de quelques mois tout ça, mais le bouleversement a été réel, un changement énorme. Le début des années 90 et l'arrivée de Nirvana, ça a été la fin de toutes ces histoires de bandes, de bastons, de look. Ça a disparu presque du jour au lendemain. Ouais, c'est très bizarre. Hein. Jusqu'à présent, les années 80, tu savais pas quand tu allais à un concert si tu allais rentrer à pied ou en chaussettes. Enfin, tu vois, c'était. Et du jour au lendemain, ouais, il y a eu des gens normaux. Les concerts de la Mano déjà, et qu'après Nirvana est arrivé. Du jour au lendemain, on a été joué, je me rappelle, c'était à Nantes, je crois. Un jour, on arrive, il y avait plein de gens, il y avait 800 personnes, et des lycéens, des collégiens normaux. Enfin, mais c'est bizarre, quoi. Je sais pas, et c'est le moment peut-être où il y a eu une petite fille qui est passée un petit peu aussi à la radio. Ouais. Et ça a eu un changement radical. Les bandes, c'était terminé. Quand les Berus, le dernier concert des Berus à l'Olympia, voilà, c'est à la fin d'une époque, quoi. C'est la fin d'une époque. Ouais, vraiment. Mais ce qui m'a intrigué dans ce passage, c'est le côté du jour au lendemain. Ouais, mais c'est vraiment vrai. C'est du jour au lendemain que c'est arrivé. Je sais pas, je crois vraiment que c'est Nirvana. Tout le monde s'est mis à écouter, tu vois, un peu Nirvana, et pour les gens, c'était normal d'écouter une musique comme ça, quoi. Smell, c'était normal, quoi. Tu vois, du rock'n'roll, du punk, du grunge, enfin, c'est un peu pareil. Et donc, dès lors que c'était normal, c'était mort. Bon, c'est pas mort. Moi, j'étais content qu'il y ait plus de gens au concert, et qu'on fasse plus de concerts, et que ce soit bien. Et les bastons, c'est pas un but en soi non plus. Hein.
Ça va un petit peu, mais les histoires de bande, de look, là, t'as les lacets rouges, t'as les lacets blancs. Tu rentres pas, oui. C'est un peu un truc de maternelle, en vrai. C'est un peu con, Oui. Dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est... Mais oui, le concert des Berus à l'Olympia, le dernier, c'est un grand moment. Moi, j'ai vu le premier concert des Berus dans un squat, et j'ai vu le dernier à l'Olympia, et quand même un grand moment, ça s'est terminé par l'International, tout l'Olympia, le point levé. C'est un grand moment. Tu l'as jamais chanté, l'International? 2 fois pour faire le con, mais... Non, pas sérieusement au premier degré comme les Berus. Mais c'était un grand moment, ça. Voilà. Ça donne Je me rappelle, c'était les cafards en première partie, les cadavres en première partie. Et je suis rentré dans l'Olympia, je me souviens, et les cadavres étaient en train de jouer. Et là, ça m'a déjà fait quelque chose, quoi. Ouais. De voir dans cette grande salle, et c'était... Non, il y a eu le frisson tout de suite. Tu nous dis de séparer l'œuvre de l'artiste, page 193. Et là, je trouve que c'est intéressant par rapport à aujourd'hui, ce que tu dis. Wagner était antisémite, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de l'écouter. Quand les gens me disent « Mais tu ne peux pas aimer ce groupe, ils votaient tous pour un tel », je leur réponds que je m'en fous. Encore plus quand c'est du passé. Céline était ce qu'il était, mais on peut continuer à le lire. Voilà, quand c'est politique, je m'en fous. Par contre, précise, quand c'est dégueulasse, genre un vieux qui s'en prend à une gamine, là, je ne peux pas l'excuser. Oui. Bah, c'est toujours ambigu. Toi, j'ai un t-shirt de Johnny Ramone qui soutenait Reagan. Enfin, tu vois, Joe était de gauche, Johnny était de droite. Voilà. Ça n'empêche que c'est mon groupe préféré, les Ramones, c'est pas grave. Et cette ambiguïté, justement, ressort dans la musique et dans les chansons. Et c'est peut-être ça aussi qui fait la richesse des Ramones. Le fait qu'ils étaient opposés politiquement, les deux. Oui, j'en sais rien, mais je comprends. Après, tu vois, en Israël, t'as pas le droit de jouer Wagner, c'est interdit. Mais je comprends en même temps, c'était la musique des nazis. C'est compliqué tout ça. Mais s'il faut aller regarder chaque personne pour qui elle vote, pour savoir si on peut l'écouter ou pas. Après, quand c'est Polanski, ça me gêne un peu plus, quoi. Voilà, mais bon. C'est pas évident, séparer l'homme de l'œuvre, j'en sais trop rien. C'est compliqué tout ça. Mais oui, quand c'est des histoires de mœurs, ça me dérange plus que politique. Pas que j'excuse des gens de voter mal, mais c'est compliqué cette histoire. Et puis il y en a plein qui, soi-disant, surtout en France, le mouvement artistique, la plupart des gens se disent de gauche, mais est-ce qu'ils sont vraiment? Je suis pas sûr, quoi. C'est facile de se dire de gauche, c'est très facile. En quoi ils seraient pas de gauche, par exemple? Parce que, je ne veux pas citer de nom, mais il y en a plein qui se disent de gauche sur scène, qui gueulent des gros slogans anticapitalistes et qui, derrière, ont des entreprises, tu vois, vendent des boîtes, enfin, voilà. Oui, mais toi, t'as que des gens pour gérer ça. Ah oui, moi, j'assume ça. Je vis dans un monde, je paye ma baguette quand je vais acheter mon pain, donc évidemment, je ne suis pas anticapitaliste. Je travaille pour gagner ma vie et je paye mon pain et je paye mon loyer, enfin oui, voilà. Il y a des gens, oui, je suppose qu'il y a des gens qui s'en occupent plus ou moins. Et j'ai un tourneur, oui, qui me fait des feuilles de paye quand je joue, voilà, mais bon. Moi, je veux pas rentrer. Je sais pas si c'est hypocrite de dire je laisse les autres faire le sale boulot, mais moi, je veux pas me salir les mains avec tout ça, voilà. C'est facile, peut-être. Mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, toi, les Berus ont été confrontés à ça, quoi. Ils refusaient la SACEM, ils refusaient tout ça, et après, ils ont fait un procès à Bondage, les Berus, tu le sais bien. Bah oui. Donc, voilà, jamais je ferai un procès à qui que ce soit parce qu'il m'a pas payé mes droits d'auteur, quoi. Je veux pas, moi. Je veux pas faire ça. Chacun met sa sincérité où il peut, où il veut. Voilà, c'est jamais. Personne n'est pur à 100% non plus dans le monde où on vit. On fait tous des compromis, évidemment, mais après, on essaie de les mettre à un niveau. Voilà, moi, j'essaie de mettre mes compromis le plus loin possible. Je sais pas si c'est des compromis vraiment, mais bon. Il y a Drogologium qui nous dit non, c'est pas hypocrite ni facile, Didier. Non, bon, merci. Alors tu vois, voilà. Alors là, il y a le chant de Valkyries n'est pas interdit au Vietnam. Non, je pense que non, mais. Et Champipige pose la question. Le problème, c'est que ce qui est dégueulasse est subjectif ou évolue au cours du temps. Oui, enfin. Les gamins de 14 ans, ça évolue pas eux. Gainsbourg, comme il dit, ça évolue pas. Oui, peut-être, mais bon, non. Des gamines affirmatives, de quel âge? No comment. Bon. Ouais, c'est pas possible. Là. Enfin bon. Et petite fille? Ah, ma petite fille, aujourd'hui, on pourrait plus le faire non plus, quoi.
Mais c'est pas une chanson du tout érotique, petite fille. Hein. Petite fille, c'est toi. J'ai ma fille aussi, je peux chanter ça à ma fille. Je passe ma vie avec toi, c'est une histoire. En vrai, ça part d'une connerie, quoi, voilà. Mais bon, il y a des gens impliqués, donc je vais pas. J'en dirai pas plus. Très bien. J'ai 2 dernières questions. Non, mais ça me fait rire tous les soirs sur scène, je fais monter les filles sur Petite Fille et je slam sur les filles et je dis aujourd'hui avec MeToo, on n'aurait plus le droit de faire ça. Et moi, je le fais quand même. Je slam sur les filles, mais ça, c'est personne, c'est un jeu évidemment, c'est pas du sexisme et tout ça. Personne l'a mal pris. Personne encore a mal pris le fait que je fasse monter les filles et que je slam sur les filles à la fin, heureusement. C'est un jeu, quoi. C'est rigolo et puis c'est pour se moquer un peu de tout ça, justement. Ce soir, c'est Noël ou, comme dans Sans remords, ce n'est pas toujours Noël. Bah hélas, non, c'est pas toujours Noël. Bah là, hein, regarde les élections américaines, pas dire que c'est Noël le soir où tu t'apprends que c'est Trump qui est élu. Tu te dis pas ce soir c'est Noël, par exemple. Mais voilà, faut essayer quand même. Faut essayer de tout faire pour que ce soit Noël quand même, malgré tout ce qui se passe. Si un jour, hélas, on a un genre de Trump élu à la tête du pays, bah faudra continuer à faire que ce soit Noël quand même, à se battre pour que ça reste Noël. Mon cher Didier Vampas, il va être l'heure, là, on va passer à foot, là. J'ai promis à la demoiselle qui s'occupe de toi, tu vois. Oui. Elle est très gentille. Elle est stagiaire, tu vois, par exemple. Et ben voilà. Et elle m'a dit que tu avais d'autres rendez-vous après. Oui. Non, c'est réglé. Merci beaucoup, Florence. Ouais, non, il y a 10 secondes d'écart. Oui, j'ai vu dans le chat. Mais t'inquiète pas, c'est ma petite caméra. Didier, il est un peu dans l'ombre. Tu m'avais stage dive à un concert, mais je ne porterai pas plainte. Donc ça va. Merci, monsieur ou madame, je ne sais pas qui c'est. Jelob Bangkok. Voilà. Didier Vampas est le roi. Et des fois, il y a des gens qui me disent je me suis cassé le bras à ton concert, ou je me suis cassé la main, ou le pied, ou j'ai soigné. Tu serais aux États-Unis, tu aurais des procès. Oui. Mais les gens sont contents, généralement. Bon, voilà. Je m'excuse à tous ces gens qui sont blessés à un concert des Vampas, qui ont sauté de, je sais pas. Voilà. C'est un peu dangereux, des fois, mais bon. J'ai un petit regret, c'est tu racontes pas un soir en Bretagne, je crois, où je vous accompagnais. À l'époque, j'étais rock critique et le concert se passe admirablement. Et sauf qu'au moment d'aller chercher les sous, il y a Charlotte, votre manageuse dont tu parles, qui ne trouve pas le mec. Tu te souviens pas de cette histoire? Et le mec, il était rentré chez lui, il s'était endormi, bourré comme un coin sur son lit avec le butin à côté de lui, et qu'il avait fallu passer par le toit pour aller récupérer le pognon. Tu te souviens pas de ça? Ça y est, ça me dit quelque chose. C'était le bon vieux temps. C'était le bon vieux temps. Ouais. Et oui, le pognon, il était là. Il y en a eu des histoires comme ça. Il y en aura un peu moins aujourd'hui, mais bon, c'est un peu plus réglo, un peu plus carré aujourd'hui la musique. Parce que c'est dommage, je sais pas. Mais oui, c'est plus carré. Il y a moins de conneries comme ça qui arrivent quand même. Il y a des tourneurs, il y a des gens qui s'occupent de tout. Qui sont payés avant le concert, enfin bon, je suppose, je sais pas comment ça marche. Mais... Mon cher Didier, c'est la question dernière, ultime et rituelle. Vas-y. Un micro de chant préféré, 58 comme tout le monde, on a tous le même micro. Quelqu'un demande si j'ai un micro préféré. Le 58, c'est quoi? Sennheiser? C'est le micro c'est le micro que tout le monde a sur scène. Tout le monde a le mais même toi micro. avec fil? Moi j'ai avec fil, j'ai pas le droit au sans fil. Déjà parce que ça coûte cher et que je le perdrais et que je le casserais souvent, donc c'est surtout pour ça que j'ai pas le droit. C'est pas pour jouer. Il serait cassé à tous les... ou perdu à chaque concert, je pense. C'est pas pour jouer avec le fil. Maintenant, oui, c'est que je joue avec le fil, mais au départ, c'est parce que c'est trop cher. Voilà. Question rituelle, ultime question, mon cher Didier. Qu'est-ce que nous avons fait pendant 1 heure? On a discuté ensemble, c'était très agréable, et c'est vrai en plus. C'était très très agréable. Bon début de matinée. Merci à toi. Merci à toi. C'était super. Voilà, merci Didier qui doit filer. Tu vas où là? Chez l'ennemi? Tu vas où? Non, je vais à la maison. Je sais pas faire un blog, je crois. Un blog, très bien. Fanzine ou un blog. Ça va. Non, parce que si tu m'avais dit je vais à Énergie. Non, je vais pas à Énergie. Non, je sais pas. J'ai pas encore fait tout ça. Là, j'aurais dit non, merde. Non. J'ai fait un RTL, c'est tout ce que j'ai fait. Ah bon? Voilà. Et alors? Pas mal. Et alors? C'était gentil. C'était gentil. Il était gentil, RTL, ça va. Quel plaisir. J'ai pas fait Europe 1, ça va. Ah oui, s'il te plaît.
Quel plaisir, parce qu'eux, ils sont PC, ils sont politiquement clairs. Je crois qu'ils ont mal tourné. Mais ils sont très mal tournés. Pourtant, j'ai appris la musique j'ai découvert la musique sur Europe 1. Tant pis. Faut revenir, Didier fait les 3-8 de la promo. Exactement. Bada Bobs, quel plaisir de retrouver Didier au poste. Merci pour ce moment. Super, merci Didier au poste. Est-ce qu'on peut l'enfermer et poursuivre? Mais non. Cet homme incarne la liberté. On n'emprisonne pas. Ils veulent. Je vois bien Europe 1 l'inviter. Bah ouais, pour l'instant, non. Mais... Bon. C'est News aussi, non? Non, on n'a pas été sur CNews non plus. Merci Didier. Merci à toi. Amuse-toi bien. Bonne matinée. À bientôt. Merci beaucoup. Oui, c'est vraiment l'interview Michel Drucker. Putain.